À 2h33 du matin, dans le détroit d'Ormuz, une alarme inattendue déchira le silence du centre des opérations de l'USS Abraham Lincoln. Sur les écrans radars, des dizaines de signaux inconnus apparurent presque en même temps, puis disparurent aussitôt, comme s'ils avaient été avalés par la nuit. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Dans ce genre de salle, le doute pèse parfois plus lourd qu'une certitude, car une erreur d'identification peut déclencher une chaîne d'événements que plus personne ne contrôle. Dans les minutes qui suivirent, quelque chose fonçait vers un convoi de pétroliers commerciaux engagés dans l'une des voies maritimes les plus sensibles du monde. Si la menace était mal comprise, ou si la réaction arrivait avec seulement quelques minutes de retard, les conséquences ne resteraient pas confinées à ces eaux sombres. Elles pourraient se faire sentir bien au-delà du golfe d'Oman, jusque dans les ports, les marchés de l'énergie, les stations-service et les foyers de famille qui, très loin de là, n'auraient jamais entendu le bruit de ces rotors, ni vu la lueur des explosions. Le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln menait alors des patrouilles dans le golfe d'Oman afin de protéger les routes commerciales internationales de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Mais sur la côte iranienne, le corps des gardiens de la révolution islamique venait d'activer en secret un plan préparé depuis des années. 12 drones ESA Shahed 136 décollèrent presque simultanément de plateformes mobiles camouflées le long du littoral iranien. Aussitôt après leur lancement, les drones descendirent à très basse altitude, jusqu'à frôler la surface de la mer. Ils glissaient dans l'obscurité, à seulement quelques mètres au-dessus des vagues. De loin, leurs silhouettes se confondaient avec l'eau noire du détroit. Ils ne volaient pas en une seule formation compacte. Les coordinateurs iraniens avaient divisé l'ensemble en plusieurs petits groupes autonomes, chacun approchant depuis une direction différente. Peu à peu, ces points dispersés se refermaient sur la route pétrolière la plus fréquentée du monde. L'objectif était simple, presque brutal dans sa logique: saturer le système défensif américain, l'obliger à suivre trop de cibles à la fois et lui faire perdre de précieuses minutes à décider quelle menace devait être interceptée en priorité. Dans une bataille navale moderne, le temps n'est pas seulement une mesure, c'est une ressource. Et cette nuit-là, chaque minute pouvait valoir un navire. À 2h40 du matin, les destroyers de classe Arleigh Burke escortant le convoi marchand commencèrent à détecter des signaux inhabituels aux limites de leurs écrans radars. Les échos apparaissaient pendant quelques secondes, s'effaçaient, puis réapparaissaient ailleurs quelques minutes plus tard. Au début, les officiers d'opération ne purent pas déterminer avec certitude ce qu'ils suivaient. Mais à mesure que le nombre de signaux augmentait, la méfiance se transforma en alerte. À bord de l'USS Abraham Lincoln, les alarmes de combat retentirent. Sur les écrans tactiques, de petits points lumineux convergeaient vers le convoi de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. La distance diminuait régulièrement. Cette fois, personne ne croyait plus à un simple phénomène parasite ou à une anomalie de capteur. Un E-2D Hawkeye qui patrouillait au sud du détroit fut immédiatement redirigé vers la zone où les signaux suspects avaient été détectés. Quelques minutes plus tard, les données croisées du Hawkeye et des radars ANSPY-1D embarqués sur les destroyers de classe Arleigh Burke confirmèrent la menace. Les points visibles sur les écrans n'étaient pas des interférences. Il s'agissait bien d'une formation de drones Shahed 136 approchant de la voie maritime internationale depuis plusieurs directions. À 2h55 du matin, lorsque l'ampleur de l'attaque devint claire, le commandant du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln ordonna le déploiement des forces de réaction rapide. 2 chasseurs F-35C Lightning II décollèrent l'un après l'autre du pont du porte-avions et accélérèrent vers le nord, en direction du détroit d'Ormuz, afin d'élargir la zone de surveillance. Pendant ce temps, les destroyers d'escorte mettaient à jour en continu la position, la vitesse et la trajectoire de chaque cible, se dirigeant vers le convoi pétrolier. Les opérateurs savaient que les drones étaient lents comparés à des missiles, mais c'était précisément ce qui rendait la situation trompeuse. Une menace lente donne l'illusion qu'il reste du temps. Puis soudain, il n'en reste plus. L'un des 2 F-35C détecta alors plusieurs nouveaux signaux autour de l'île de Kechm. Ces échos ne faisaient pas partie de la formation déjà en route vers le détroit.
Ils restaient concentrés près de positions côtières iraniennes. Les premières images transmises au centre des opérations montrèrent plusieurs autres Shahed 136 en cours de préparation à proximité de plateformes mobiles camouflées le long du littoral. La conclusion s'imposa rapidement. L'ennemi préparait peut-être une deuxième vague. La flotte américaine décida donc de reprendre l'initiative avant que la situation ne devienne ingérable. 4 hélicoptères MH-60R Seahawk, armés de roquettes guidées APKWS, reçurent l'ordre de décoller depuis les navires d'escorte. Ils prirent rapidement la direction des cibles qui progressaient vers le détroit d'Ormuz. Alors que les hélicoptères approchaient de la zone d'interception, les drones Shahed de la première vague poursuivaient leur route vers le convoi de pétroliers. De l'autre côté du détroit, les lanceurs installés autour de l'île de Keshm n'étaient pas encore silencieux. À 3h06 du matin, les MH-60R Seahawk arrivèrent près de la première zone d'interception. Depuis une distance de sécurité, les équipages tirèrent des roquettes APKWS les unes après les autres contre les cibles volant au ras de l'eau. Sur l'écran de combat de la flotte, les signaux des Shahed commencèrent à disparaître un par un. À chaque disparition correspondait, dehors, une explosion brève qui illuminait la surface noire du détroit. En moins de quelques minutes, une part importante de la première vague fut neutralisée. Mais lorsque les premiers débris furent analysés, un détail inhabituel attira l'attention des officiers du renseignement. Beaucoup de drones abattus ne transportaient qu'une charge explosive limitée. En revanche, leur fuselage était équipé de réflecteurs radars supplémentaires destinés à amplifier leur signature sur les capteurs. Cela signifiait qu'une partie de la première vague n'avait peut-être jamais été conçue pour franchir les défenses. Elle servait plutôt à attirer l'attention de la flotte américaine, à encombrer les écrans et à forcer les équipages à concentrer leurs moyens sur des cibles qui jouaient, en quelque sorte, le rôle d'appât. C'est là que la bataille prit une dimension plus inquiétante. Il ne s'agissait plus seulement d'abattre des drones, il fallait comprendre l'intention cachée derrière leur trajectoire. Le soupçon fut confirmé presque aussitôt. Tandis que les MH-60R poursuivaient les cibles restantes, les données des F-35C et des E-2D Hawkeye signalèrent l'apparition de nombreux nouveaux échos autour de l'île de Keshm. En quelques minutes seulement, 8 autres Shahed 136 furent lancés successivement depuis leur plateforme et prirent la direction du détroit d'Ormuz par un axe différent. Contrairement à la première vague, ce nouveau groupe ne conserva pas une formation concentrée. Il se fragmenta rapidement en plusieurs petits ensembles, chacun choisissant son propre couloir d'approche. Au centre de commandement des gardiens de la Révolution sur l'île de Keshm, les coordinateurs tentaient d'étirer le dispositif défensif américain. Si la flotte concentrait trop de moyens sur la première direction d'attaque, la deuxième vague pouvait exploiter l'ouverture. Si elle répartissait ses forces sur trop de secteurs à la fois, l'efficacité de chaque interception risquait de chuter. Pendant que les commandants américains réajustaient leurs plans, quelques drones Shahed de la première vague profitèrent de cette phase de transition pour franchir la ligne d'interception extérieure. Ils étaient peu nombreux, mais ils continuaient d'avancer vers le convoi de pétroliers à vitesse constante. Sur un écran, un point minuscule peut sembler abstrait. Pourtant, à cet instant, chaque point représentait une explosion possible, un incendie possible, et peut-être une crise mondiale déclenchée par une machine bon marché volant dans la nuit. À 3h18 du matin, les petits points lumineux continuaient d'avancer obstinément vers leur objectif, malgré la destruction de la plupart des drones qui les accompagnaient. L'affrontement n'était plus un simple raid. Il prenait désormais les caractéristiques d'une véritable campagne de saturation. En retrait, 2 drones Mohajer 6 restaient discrètement actifs derrière la ligne de front. Ils volaient à distance de sécurité, près de la côte iranienne, observant en continu le déroulement du combat. Ils transmettaient des données en temps réel au centre de commandement installé sur l'île de Keshm. Chaque fois qu'un Shahed était abattu, l'information était actualisée, permettant aux coordinateurs de modifier les trajectoires des cibles survivantes. Mais après près de 20 minutes de combat, les commandants iraniens commencèrent à comprendre que leur plan initial rencontrait des difficultés. Les unités d'interception américaines réagissaient plus vite que prévu. Le nombre de Shahed détruits
augmentait sans cesse. Pour donner une meilleure chance aux drones restants, les gardiens de la Révolution décidèrent d'introduire un nouvel élément dans la bataille. Depuis Bandar Abbas et l'île de Keshm, des unités de guerre électroniques furent activées simultanément. Presque aussitôt, certains écrans de suivi au sein du réseau défensif américain commencèrent à connaître de brefs retards de mise à jour. Ces interruptions ne duraient que quelques secondes, mais elles suffisaient à compliquer la lecture claire du champ de bataille, alors que plusieurs cibles approchaient depuis des directions différentes. Les coordinateurs iraniens exploitèrent rapidement l'ouverture qu'ils venaient de créer. Un groupe de Shahed reçut l'ordre de modifier sa trajectoire, de contourner la zone où les interceptions étaient les plus intenses, puis de reprendre la route vers le convoi pétrolier. La distance entre ces drones et les navires commerciaux commença à se réduire plus vite que ne l'avaient anticipé les Américains. En constatant des signes de brouillage de plus en plus nets, le commandement de la flotte joua sa carte suivante. Un EA-18G Growler, opérant avec le groupe aéronaval, reçut l'ordre d'entrer en action. Peu après, l'avion de guerre électronique apparut au-dessus de la partie sud du détroit d'Ormuz et commença à rechercher les sources de signaux qui soutenaient l'attaque. À 3h30 du matin, tandis que les systèmes de brouillage iraniens tentaient d'ouvrir un passage aux Shahed survivants, le Growler détecta des émissions distinctes en provenance de Bandar Abbas et de l'île de Keshm. Sur l'écran opérationnel américain, de nouveaux marqueurs apparurent progressivement. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais la bataille n'était pas terminée. Après près d'une demi-heure de combat, la majorité des Shahed 136 avaient été détruites sur les lignes d'interception extérieures. Pourtant, 4 cibles finales filaient encore vers le convoi de pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Elles avaient franchi les premières couches de défense et se trouvaient à environ 1 minute de vol de leur objectif. Les commandants américains comprirent que la menace entrait dans sa phase décisive. Ils ajustèrent immédiatement le plan d'interception. Des missiles ESSM ou SM-2 auraient parfaitement pu détruire les drones restants. Mais la flotte choisit de privilégier des moyens moins coûteux face à des systèmes iraniens bon marché. Dans ces dernières minutes, protéger le convoi ne suffisait plus. Il fallait aussi démontrer qu'une défense efficace pouvait fonctionner sans gaspiller des armes beaucoup plus chères que les cibles elles-mêmes. C'est une question que l'on comprend facilement loin du théâtre d'opération, même depuis une cuisine éclairée tôt le matin, lorsqu'une hausse du carburant ou une crise lointaine finit par toucher le quotidien. Faut-il toujours répondre à une menace bon marché avec la technologie la plus chère, simplement pour être sûr? Ou faut-il accepter un risque calculé afin de préserver ses moyens pour une attaque plus grave? Dans une salle de commandement, cette réflexion ne dure pas longtemps. Elle se mesure en secondes. À 3h44 du matin, les MH-60R Seahawk, opérant en avant de la formation d'escorte, reçurent l'ordre de mener une nouvelle passe d'interception. Depuis une distance optimale, plusieurs roquettes guidées APKWS furent tirées rapidement contre les cibles volant à très basse altitude. Un Shahed fut détruit en plein vol. Peu après, une deuxième cible disparut elle aussi de l'écran de suivi, alors qu'elle tentait de modifier sa trajectoire pour échapper aux tirs. Mais les 2 derniers drones continuaient de foncer vers le convoi pétrolier. À mesure que la distance diminuait, les destroyers de classe Harley-Burke engagèrent directement les cibles. Les canons Mark 38 Mode 3, installés sur les ponts, ouvrirent le feu sans interruption. Un Shahed fut abattu à seulement quelques kilomètres de la formation navale, mais le dernier poursuivit sa course. Dans les ultimes secondes, toute la puissance de feu disponible fut concentrée sur cette cible restante. Juste avant qu'elle n'entre dans la zone dangereuse, une rafale précise venue des destroyers d'escorte frappa le fuselage du drone. L'appareil explosa en vol, puis ses débris retombèrent dans la mer. Lorsque le dernier signal disparut de l'écran radar, les 20 Shahed 136 engagés dans l'attaque avaient été détruits. Le convoi de pétroliers commerciaux poursuivait sa route sans avoir subi de dégâts. À 4 heures du matin, la bataille au-dessus du détroit d'Ormuz prit officiellement fin. Tous les drones impliqués avaient été neutralisés avant de pouvoir atteindre les navires marchands. Mais pour la flotte américaine, le résultat le plus important n'était pas seulement le nombre de cibles abattues. Ce qui comptait désormais, c'était la quantité de données collectées pendant l'engagement.
Pendant que les MH-60R, les F-35C et les destroyers se concentraient sur l'interception de l'essaim, les systèmes américains de renseignement électronique enregistraient silencieusement chaque émission détectée sur le champ de bataille. Les liaisons de données des Mohajer 6, les sources de brouillage autour de Bandar Abbas et de l'île de Keshm, les schémas de communication entre les drones et leurs opérateurs, tout avait été analysé et recoupé en temps réel. Lorsque les tirs cessèrent, les spécialistes de guerre électronique disposaient de suffisamment d'informations pour localiser le centre de commandement qui avait coordonné l'ensemble de l'attaque. Un destroyer de classe Harley Burke, opérant dans la zone, reçut alors l'ordre de lancer une contre-attaque. Depuis son système de lancement vertical Mark 41, un missile de croisière Tomahawk quitta son tube et fila dans la nuit. Après avoir volé à basse altitude au-dessus de la mer, il poursuivit sa route vers l'île de Keshm, où les coordinateurs des gardiens de la Révolution analysaient encore les dernières données de l'opération ratée. Quelques minutes plus tard, une explosion massive secoua la zone ciblée. Le centre de commandement et les systèmes de communication soupçonnés d'avoir piloté l'attaque par essaim furent détruits dans une boule de feu. Les écrans de contrôle s'éteignirent presque simultanément. Le réseau de commandement dans lequel Téhéran avait investi pendant des années venait de disparaître en une seule nuit. Le programme d'essaim de drones, que l'Iran espérait transformer en outil de pression dans le détroit d'Ormuz, venait de subir un coup sévère dès son premier déploiement à grande échelle. Dans ce scénario, la flotte américaine avait réussi, parce qu'elle faisait face à 20 Shahed 136 et parce qu'elle avait eu le temps de déployer chaque couche de défense selon un plan cohérent. Mais la vraie inquiétude commence après la victoire. Que se passerait-il si ce nombre n'était plus de 20, mais de 200 ? Que se passerait-il si les drones étaient lancés simultanément depuis plusieurs côtes, plusieurs îles et plusieurs axes d'approche à travers le détroit d'Ormuz? Le réseau de défense multicouche américain pourrait-il encore traiter toutes les cibles avant qu'elles ne se referment sur un convoi? Ou bien la guerre navale entre-t-elle dans une phase nouvelle, où des systèmes produits en masse, peu coûteux et parfois rudimentaires, peuvent obliger les flottes les plus modernes du monde à revoir leurs certitudes? La réponse n'est pas confortable. Elle oppose la puissance technologique à l'endurance industrielle, la précision à la quantité, la sécurité immédiate au coût d'une défense prolongée. Cette nuit-là, dans le détroit d'Ormuz, les navires furent protégés et les drones détruits. Pourtant, une question resta suspendue au-dessus de la mer après la disparition du dernier écho-radar. Si la prochaine attaque est plus vaste, plus dispersée et plus longue, faudra-t-il y voir une simple répétition du même combat ou le début d'une autre époque pour la guerre en mer ?